Ne t'apitoie pas, Nicolas. Ces hommes ont voulu ta mort. Pourquoi vous avez tenté de me tuer? Hein? Je ne mourrai pas tant que je ne l'aurai pas décidé. Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, il y a des moyens plus drastiques pour calmer une bête. C'est pourtant pas compliqué d'abréger les souffrances de cette bête, ça. C'est exactement ce que j'essaie de leur expliquer. Putain de merde. Vous êtes prêts? C'est parti pour le dernier roi d'Écosse. Alors, le dernier roi d'Écosse, ou The Last King of Scotland, est un drame historique germano-britannique sorti en 2006 et réalisé par Kevin MacDonald. Né en 1967 à Glasgow, Kevin MacDonald est le petit-fils du cinéaste hongrois naturalisé britannique Emmerich Pressburger, connu pour avoir co-réalisé plusieurs classiques avec Michael Powell, comme L'Espion Noir, Les Chaussons Rouges ou encore Le Chevalier de Londres. Et le frère de Andrew MacDonald, connu pour avoir produit la majorité des films de Danny Boyle, Trainspotting, 28 jours plus tard et La Plage pour ne citer que. Voulant poursuivre l'héritage familial, il se lance dans la réalisation au début des années 90 où pendant plus d'une décennie, il se spécialisera uniquement dans le documentaire et en particulier dans le domaine artistique. Cela commence en 1994 avec The Making of an Englishman où il adapte la biographie de son grand-père réalisateur, puis il enchaînera en 1996 avec Chaplin Goliath sur l'acteur Eric Campbell qui aura eu une grande influence sur la carrière de Charlie Chaplin. The Morning World of George Rickey et Howard Hawks' American Artist sur le sculpteur George Rickey et le célèbre réalisateur américain Howard Hawks en 1997, Donald Carmel The Ultimate Performance sur le réalisateur et peintre écossais Donald Carmel en 1998, ou encore Being Mick en 2001 sur le chanteur des Rolling Stones, Mick Jagger, bref la liste est longue. Mais on peut également citer le terrible Un jour en septembre en 1999, relatant le fameux massacre de Munich de 11 athlètes israéliens durant les Jeux Olympiques de 1972, narré par Michael Douglas en personne. Le film sera récompensé par l'Oscar du meilleur documentaire en 2000. À ce moment-là, dans le domaine du documentaire, le nom de Kevin MacDonald, ça se pose là. Mais forcément, l'envie de se lancer dans la fiction le titille et en 2003 arrive le déclic avec La mort suspendue. Docudrame relatant l'ascension dramatique des deux alpinistes Simon Yates et Joe Simpson, dont le film s'inspire d'un ouvrage de ce dernier. En effet, en 1985, après avoir été les premiers à gravir la cordillère des Andes au Pérou, leur descente leur sera presque fatale, Joe se cassant la jambe suite à une tempête et Simon se retrouvant brusquement dans le vide, coupant la corde le reliant à son ami pour ne pas mourir. Condition extrême, le film est une magnifique histoire de l'homme contre la nature, cherchant au plus profond de lui ses dernières ressources pour survivre. 3 ans plus tard, il sort le film du jour qui sera multi-récompensé. Dès lors, sa carrière va osciller entre documentaire et film de fiction. En 2009, il met en scène Jeu de pouvoir, adaptation de la série éponyme diffusée en 2003 sur la BBC, réunissant Russell Crowe et Ben Affleck autour de ce thriller où se mêlent trahison, meurtre et conspiration sur la sécurité de l'État. Il enchaîne en 2011 avec L'Aigle de la 9e Légion, adapté du roman de Rosemary Sutcliffe, lui-même inspiré d'un récit historique. Dirigeant Channing Tatum, Jamie Bell et Mark Strong, l'histoire relate au début du 2e siècle la recherche de la 9e Légion romaine dans le nord de l'Écosse. Un récit barbare qui, malgré des critiques dans l'ensemble positives, sera un échec au box-office. Suite à cette déception, les deux films suivants auront des sorties discrètes, soit directement en vidéo, soit diffusées en festival. Oh I Live Now en 2013, drame d'anticipation sur une hypothétique 3ème guerre mondiale, et Black Sea en 2014 où un capitaine interprété par Jude Law recherche un trésor dans un sous-marin allemand gisant au fin fond de la mer Noire. Des succès d'estime mais qui lui permettent en parallèle de revenir à son genre de prédilection, le documentaire. Marley en 2012, relatant la carrière de la légende du reggae Bob Marley, il coproduit celui centré sur la chanteuse Amy Winehouse et en 2018 il réalise Whitney sur la vie et la mort de Whitney Houston. Enfin en 2021, il revient à la fiction avec The Mauritanian ou Désigné coupable chez nous, quel titre de merde, avec Tahar Rahim, Jodie Foster et Benedict
Cumberbatch, s'intéressant au cas de Mohamedou Ould Slahi, un Mauritanien ayant combattu aux côtés d'Al-Qaïda au début des années 90, suspecté d'avoir participé aux attentats du 11 septembre. S'inspirant des mémoires de la victime écrites durant son séjour dans la prison de Guantanamo à Cuba, le film décrit de manière réaliste cette page sombre de l'histoire et la reconstitution des faits. Une œuvre poignante à découvrir absolument. De l'informisation à la constitution de champs culturels, en passant par des personnalités et enjeux forts de l'histoire, aussi bien politiques qu'artistique, Kevin MacDonald s'est forgé une solide réputation faisant honneur à son passé familial, traitant de sujets sensibles sans tomber dans les clichés faciles, un cinéaste pas forcément reconnu à sa juste valeur et qui mérite une certaine réévaluation dans son travail, ne serait-ce grâce au film qui va nous intéresser. En effet, en 1998, l'écrivain et journaliste britannique Gill Foden écrit le roman Le Dernier Roi d'Écosse, s'intéressant au cas d'Amin Dada, célèbre dictateur et président de l'Ouganda qui a sévi de 1971 à 1979, une personnalité forte, surnommée le boucher de l'Afrique, étant la cause d'au moins 300 000 morts. Un sujet parfait pour Kevin MacDonald qui en acquit les droits d'adaptation, d'où le titre est donné en fonction des nombreux noms qu'Amin Dada s'était donné à travers deux portraits, celui d'un jeune médecin, témoin de l'histoire, et de l'autre, le tyran, interprété par James McAvoy et le grand Forest Whitaker. Ainsi sort en 2006 Le Dernier Roi d'Écosse. L'histoire Nicholas Garrigan, jeune médecin écossais tout juste diplômé, part en Ouganda en quête d'aventure et décidé à venir en aide à la population. Peu après son arrivée, alors qu'il travaille dans un hôpital, il fait la rencontre d'Idi Amin Dada qui, suite à un coup d'état, est devenu le nouveau président du pays. Après lui avoir soigné la main suite à un accident, ce dernier propose à Garrigan de devenir son médecin personnel. Fasciné par le charisme que le nouveau chef de l'État dégage au pays, Nicolas, témoin d'enlèvement et d'assassinat, ne va pas tarder à découvrir la folie meurtrière du tyran et devenir malgré lui un complice d'un des plus terrifiants régimes africains de l'histoire. Inspiré de faits réels à travers les yeux d'un personnage fictif, Le Dernier Roi d'Écosse dépeint toute la cruauté d'un homme ne connaissant aucune limite, au même titre que Hitler et Saddam Hussein, aussi bien adulé que détesté durant son règne. De cette œuvre controversée, l'œuvre de Kevin MacDonald y met en avant la beauté du pays, mais également des images alarmistes entre guerre, maladie et malnutrition, le tout agrémenté par la performance saisissante de Forest Whitaker, méconnaissable dans la peau d'un des plus grands meurtriers de notre temps. Un sujet ambitieux auquel le langage cinématographique que le cinéaste britannique maîtrise habilement, ce qui veut dire sans prétention et sans cynisme, apporte une dimension immersive et émotionnelle sur le peuple ougandais. Sentant venir le pamphlet pompeux et conformiste en faisant mine d'être polémique comme on en bouffe chaque année, Le Dernier Roi d'Écosse aurait pu être une œuvre bien pensante, ne rentrant jamais de front dans l'horreur que véhicule réellement le tyran. C'était mal connaître le réalisateur, fasciné par les écrits de Gill Foden, de par la terreur et le réalisme hautement puissant que l'aura d'Amin Dada peut dégager à l'écran. Je suis médecin avant tout. Nos entretiens sont confidentiels, j'ai prêté serment. Tout ça va rester entre nous. Mais un homme qui montre sa faiblesse, c'est un trouillard. Il n'est rien d'autre qu'un esclave. Si vous avez peur de mourir, c'est que vous aimez la vie que vous menez? On réalise très rapidement qu'on a affaire à un objet filmique fascinant par la portée historique et romancé par le côté fictif de l'œuvre de base. Un récit dramatique mais par instant décomplexé sur une peinture attachante d'une amitié aux premiers abords impossible d'un jeune médecin naïf et d'un dictateur fou, le tout agrémenté de scènes d'horreur aux tendances gore profondément insoutenables. L'Afrique étant pour beaucoup un exutoire à sensations fortes entre d'un côté les tortures qu'endurent les victimes d'Amin Dada et ses sbires et de l'autre l'érotisme du continent par le sexe rythmé par la puissance musicale des tambours. L'inconscience et l'égoïsme de Nicholas Garrigan, s'affolant pleinement de ce que la liberté de l'Afrique a à offrir, n'hésitant pas à dragouiller la femme de son collègue médecin en début de film, ou carrément à s'envoyer en l'air avec l'une des femmes du dictateur dont les conséquences seront terribles. Une vision cauchemardesque dont la fameuse prise d'otage d'Entebbe en 1976 n'est qu'un prétexte scénaristique quelque peu facile mais pertinent pour justifier l'échappatoire de Garrigan sur l'Ouganda, mais en parallèle faisant un constat alarmiste sur la relation Europe-Afrique, le blanc est sauf, laissons les noirs crever et s'entretuer. Où est-ce qu'il est? J'ai besoin de mon ministre. Un ministre
doit accompagner son président en toutes circonstances. Où est-il? Je suis désolé, je l'ignore. Et tu crois que ça me suffit? Tu prétends toujours être mon fidèle conseiller. Mais l'intérêt principal du dernier roi d'Écosse est la vision sulfureuse du portrait d'Amin Dada et sa quête incessante de pouvoir. Et pour nous faire croire à sa mégalomanie à l'écran, il nous fallait un acteur au talent indéniable pour transcender le personnage. Si James McAvoy, futur star de Split et du pseudo-reboot des X-Men dans la peau de Charles Xavier, s'en sort avec les honneurs dans la peau du jeune héros médecin écrasé à mesure que sa proximité avec le dictateur se délie par des événements qui le dépassent, la véritable attraction du film est bien sûr dictée par Amin Dada lui-même, interprété par un Forest Whitaker littéralement habité par le rôle qui n'a clairement pas volé son Oscar du meilleur acteur. Démarrant en contre-plongée sur son imposante présence, représentation du mal absolu, figure ambiguë à la fois charmeur et généreux d'un côté, autoritaire et sanguinaire de l'autre. Petit à petit, à mesure que la caméra se rapproche de lui, il séduit autant qu'il fait peur par sa carrure et l'intensité de son regard. On assiste cependant pas à un lynchage public de l'homme, mais à la peinture d'un contexte, se posant en véritable survival où l'inexpérience mêlée à la conscience morale va amener à mettre en danger la vie de Nicholas Garrigan. À moins que tu ne sois comme les autres Britanniques, qui viennent ici pour voler et pour baiser nos filles. Non. 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 Sinon, comment aurais-je pu te confier ma famille? Un portrait sans concession du dictateur ougandais dans sa paranoïa et sa quête à dominer le pays en éliminant sans aucun scrupule ceux qui pourraient le nuire de près ou de loin. Après un Lord of War pertinent et un Blue Diamond quelque peu lisse dans son discours, le dernier roi d'Écosse s'inscrit dans cette continuité, mais se distinguant en adoptant un point de vue à contre-courant des normes filmiques. Se focalisant sur une personnalité ayant réellement existé, en soi l'interprétation de Forest Whitaker permet une certaine fascination pour le spectateur, n'arrivant pas à le détester entièrement, tout en n'oubliant pas ses horribles méfaits. En cela, la mise en scène de Kevin McDonald se laisse aller par le charisme ambiant du dictateur, que la caméra se permet de sublimer par sa joie de vivre, et la peur qu'il inspire, renforçant la moralité de l'homme. Je n'aime pas du tout cette façon qu'il a de me regarder. Il m'a regardé bizarrement, là, non? Non. Non, j'ai rien vu d'anormal. Jusqu'à un dernier acte barbare où les couleurs saturées et le montage épileptique concordaient à l'ultra-violence et le durcissement du régime dans le pays. Faire le portrait cinématographique d'un dictateur est toujours compliqué car il induit un certain dosage. S'agissant en particulier de personnages extravagants dont la mégalomanie, la folie et la paranoïa garantissent le spectacle, comme ça a pu être le cas avec Hitler dans La Chute, Charlie Chaplin avec Le Dictateur ou encore Kim Jong-un dans The Interview, on peut faire passer la pilule par la subversion, le rire ou la dérision. Dans le cas d'un dictateur africain, on peut critiquer la démarche en se faisant taxer de raciste si l'acteur part trop loin dans la caricature. Ici, le film par cette confrontation imaginaire pose des questionnements sociaux et politiques dans un pays instable économiquement. J'ai fait d'elle un exemple parce que elle m'a trahi. J'ai apporté vos comprimés contre les maux de tête. Bien. Une œuvre qui refuse catégoriquement la hiérarchisation de la culture en se pensant d'abord comme un mix de plusieurs genres, l'aventure, le thriller politique, le film d'horreur déguisé et j'en passe, afin de mettre en exergue l'intensité émotionnelle dans ce voyage au cœur des ténèbres où la photographie d'Anthony Dodd Mantle, ayant bossé chez Danny Boyle et Lars von Trier, transcende une certaine idée de l'humain et de ses pires instincts par son imagerie. Une vision au départ fantasmée d'un Nicholas Garrigan en quête d'aventure et de répondant identitaire se voyant par un jeu de lumière et un montage rock'n'roll, pour petit à petit, suite à sa rencontre avec Amin Dada, découvrir la partie sombre et désenchantée de l'Afrique avec cette caméra hésitante et tremblotante visuellement dans son climax. Vous êtes un gosse. C'est pour ça que vous détruisez à tout le monde. Messieurs, dames,
il est l'heure de conclure. Avec une belle reconstitution de l'Afrique des années 70, Le Dernier Roi d'Écosse n'est ni un film historique ou un réquisitoire politique pour faire plaisir à nos élites intellectuelles, mais un vrai film de genre humaniste, s'intéressant moins à l'exactitude des faits réels qu'à la dimension psychologique de ses personnages. Focalisant son récit sur une relation complexe entre fascination et aveuglement, où l'intensité d'Amin Dada permet d'ausculter toute la mythologie qui l'entoure. D'ailleurs, dans certains pays, en particulier la population musulmane, le bourg est paradoxalement très populaire. Une mosquée a même été fondée en son nom. Une approche documentaire propre au cinéaste où les multiples empreintes de réalisation, trop souvent dénigrées, amènent les facettes les plus sombres de la nature humaine, à ne pas mettre entre toutes les mains. Le Dernier Roi d'Écosse est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc Le Dernier Roi d'Écosse, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Portrait fascinant et malaisant d'un des plus grands meurtriers de l'histoire à découvrir absolument. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez voir des films, ciao.